On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit l'artiste, journaliste, photographe et vidéaste Joanie Lafrenière qui nous présente La femme qui a vu l'ours. C'est une exposition qui est en vigueur chez Action Art Actuel jusqu'au 21 mars. Mais d'abord, parlons de prévention de la CSST dans les écoles de la région. Parlons de prévention chez les jeunes, de prévention aussi liée à des activités de la vie de tous les jours, des activités aussi professionnelles. Pourquoi? Parce que la direction régionale de la CSST à Saint-Jean-sur-Richelieu organise des projets, des formations auprès des jeunes dans notre région. Pour en parler, deux invités. D'abord, Nathalie Dufour, qui est responsable communication et relations publiques. Bonsoir. Bonsoir. De même que Sarah Coutu-Trépanier, qui est conseillère en prévention jeunesse. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je vais commencer avec vous, Madame Dufour, parce que les gens vont se dire en quoi la CSST peut-elle s'impliquer auprès des jeunes qui, techniquement, ne sont peut-être pas encore au boulot, quoi qu'ils vont l'être dans quelques années. Donc, quelle est la mission de la CSST à l'égard des jeunes? La CSST, à ce niveau-là, on a mis sur pied un programme d'éducation à la prévention pour le milieu scolaire. Donc, ce que le programme vise à faire, c'est à sensibiliser les jeunes du primaire, principalement, c'est les risques qui sont présents dans leurs activités quotidiennes. Donc, ce qu'on vise avec ce programme-là, c'est de développer chez ces jeunes-là une culture de prévention pour qu'ils soient outillés et en mesure d'identifier dans leur quotidien les risques auxquels ils sont exposés, afin qu'ils puissent prendre des mesures pour les corriger. Donc, ça, si à un bas âge, on est capable d'inculquer ça aux jeunes, mais quand ils vont intégrer le marché du travail, ils vont être en mesure d'identifier les risques dans leur milieu de travail puis d'agir pour les éliminer. Les risques, le projet a deux volets. Donc, le premier volet, c'est le défi prévention jeunesse. C'est le défi qui est vraiment adressé aux jeunes d'âge primaire. Le deuxième volet, c'est la sécurité premier emploi. C'est un volet qui est pour les un petit peu plus vieux, donc secondaire, centre de formation professionnelle collégiale, tant au privé qu'au public. Donc, c'est des projets qui sont ouverts là, pour les deux types d'établissements. Et le sécurité premier emploi, c'est vraiment, on essaie d'outiller les jeunes à identifier dans leur premier emploi les risques auxquels ils pourraient être exposés afin, là aussi, d'agir et de tenter de les éliminer. Bon. Quel est votre rôle? Moi, là-dedans, donc, en fait, on me choisit pour ma jeunesse. Donc, on pense que d'être jeune, de parler aux jeunes, ça fait un beau vecteur là, pour les jeunes. Puis, en fait, moi, je vais justement sensibiliser, solliciter les établissements pour qu'ils participent à ces défis-là. Puis ensuite, lorsque les défis, on a donné des subventions, on va essayer d'aller les reconnaître dans leur école. Donc, par exemple, on va visiter une école avec un projet qui nous a particulièrement touchés. Puis, on va passer, ça peut être 1 heure avec les étudiants pour leur parler de santé-sécurité, puis pour prendre le temps de regarder, puis qu'ils nous expliquent quel projet ça a été. Les projets peuvent ressembler à quoi? Peut-être un exemple ou deux. Un exemple, j'ai eu dans un centre de formation professionnelle une machine qu'ils ont appelée Hercule. Donc, au lieu de soulever les pneus, c'était dans un secteur agricole, donc c'est des pneus d'une taille assez grande. Donc, au lieu d'avoir à les rouler puis de les soulever par la suite, ils ont inventé Hercule, qui sert justement à mettre le pneu dessus, puis à l'aide d'une pression hydraulique, à le monter. Donc, on évite de se blesser dans le dos en forçant pour rien. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, ils ont eu une subvention, une aide financière pour ce projet-là. Donc, les coûts qu'ils ont pris pour faire le projet, bien, nous, on subventionne ça. Donc, ça fait combien d'années que la CSST fait de la prévention auprès des jeunes? Est-ce que ça fait... Cette année, c'est notre 13e année. Donc, au tout début, il y a eu un projet pilote là, sur 2 ans. Puis ensuite, quand on a vu qu'on avait une bonne réponse du milieu, on a décidé d'instaurer ce programme-là officiellement. Le volet sécurité premier emploi, qui est destiné aux un petit peu plus vieux, lui est là depuis 2010. Donc, ça fait maintenant 13 ans qu'il y a un programme d'éducation à la prévention. Pour le milieu. Je ne sais pas si c'est facilement mesurable ou quantifiable, mais comme 13 ans plus tard, est-ce qu'on est capable de voir dans la cohorte qui probablement aujourd'hui entre 18 et 30 ans, est-ce que la prévention qu'on a faite il y a 10-12 ans, est-ce que ça a porté fruit? Est-ce que vous sentez que les travailleurs d'aujourd'hui, qui sont dans la jeune vingtaine, ont plus, disons, de sentiments à l'égard de la prévention que leurs prédécesseurs? Je ne sais pas. Bien, en fait, juste dans les statistiques, on voit qu'il y a une diminution des accidents de travail. Donc, chez les jeunes. Je ne pourrais pas dire il y a quelques années, on était à combien. On est rendu à 32 accidents chez les jeunes travailleurs par jour, donc de 24 ans et moins. On était, il y a quelques années, à environ 37.
par jour. Donc, on voit qu'il y a une diminution. C'est sûr également, moi, quand je me promène dans les écoles, je discute avec les jeunes en les sensibilisant. Donc, on voit là, qu'ils sont très terre à terre. Ils ont des connaissances qu'on n'aurait pas cru qu'il y aurait. Donc, ils sont très, très vite. Est-ce que les enfants détectent eux-mêmes des comportements inadéquats de la part de leurs propres parents? Je ne sais pas s'il y a un enfant qui dit, bien là, je ne sais pas, j'ai vu mon papa en fin de semaine, il a voulu couper des branches d'arbres, puis il s'est mis à grimper avec une échelle, il s'est à côté d'un fil électrique. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des confidences qui viennent des enfants des fois? C'est sûr que dans les plus bas âges, on les a moins. Moi, je suis plus dans les centres de formation professionnelle, mais quand ils nous expliquent leur premier emploi, qu'est-ce qu'ils ont fait, là, ils réalisent en me l'expliquant que, c'était pas sécuritaire, qu'est-ce que je faisais, ou je faisais ça, mais finalement, si j'ai à le refaire, je le referais pas. Donc, c'est là qu'on voit qu'ils prennent conscience en nous l'expliquant. Mais oui, les jeunes en plus bas âge, les risques ou les identifications qui vont être faites, c'est beaucoup au niveau de la posture dans la classe, le poids du sac d'école, l'ajustement du sac d'école, la pollution sonore. Donc, tu sais, chez les jeunes, là, c'est beaucoup ça. Les produits chimiques à l'école, identifier les sigles sur les produits dangereux, parce qu'on en a autant à la maison, il y en a à l'école, mais il y en a aussi à la maison. Donc, c'est ces dangers-là qui sont vraiment ciblés chez les plus jeunes. Donc, vous dites que pour l'année 2014-2015, donc il y a 21 écoles de la région qui ont reçu une aide totalisant 6 700 $ pour à peu près 300 $ par projet, donc pour la mise sur pied de 30 projets. Donc, ça a permis de sensibiliser à peu près 6 000 jeunes. Donc, ça veut dire que chaque école dépose son projet, puis après ça, quoi, on fait? En début d'année scolaire, on invite toutes les écoles, tous les enseignants à soumettre les projets, donc à s'inscrire via le site web de la CSST. Le projet doit être réalisé avec la participation des enfants. Donc, c'est vraiment, les enfants doivent participer à l'élaboration du projet. Les enseignants soumettent leur projet à la CSST. Puis, il y a une enveloppe budgétaire qui est réservée à ce projet-là. Puis, nous, on va autoriser et accepter les projets là, suite à une évaluation. Puis, on va informer les écoles que le projet est accepté. Je vous dirais que les subventions sont postées là, en début d'année, donc janvier. Puis, ils ont jusqu'à la fin de l'année pour réaliser le projet avec la subvention qu'on a donnée. On disait tantôt, donc, si je résume, chez les 18-24 ans, on parlait de 32 accidents par jour au Québec. Oui, je présume, c'est bien ça, au Québec. Québec, au lieu de 37 là, il y a quelques années. Toute proportion gardée, est-ce qu'il y a plus ou moins d'accidents chez les 18-24 que les 24 et plus? Je ne sais pas. On parlait de 228 travailleurs par jour qui se blessent. Oui. Donc, 32 sur 228, on voit que ça quand même, c'est sûr qu'ils sont jeunes. Donc, on voit. Plus téméraires parfois. Et les jeunes, c'est ça, ils ont manque de formation, manque d'expérience, ils veulent faire leurs preuves. Donc, ils prennent des risques, ils ne veulent pas poser de questions, ils ne veulent pas avoir l'air de... Donc, tu sais, les jeunes, on porte une attention particulière aux jeunes travailleurs parce qu'ils sont plus à risque de subir un accident de travail. Donc, mais ça, c'est vrai, la perception. J'ai un de mes amis qui travaille dans une usine, puis je ne sais pas, il va dire à son patron, non, ça, je ne fais pas ça. Mais celui de 20-21 qui vient de rentrer dans l'usine, lui, soit qu'il ne sait pas trop ou qu'il ne se pose pas trop la question, ou il ne veut pas déplaire à son patron, puis il va poser le geste. Donc, il y a aussi une responsabilité de la part, parfois aussi, des employés plus vieux, de dire aux plus jeunes, non, regarde ça, tu ne fais pas ça, là, parce que là, tu vas te blesser, puis ça va entraîner toutes sortes de problèmes. Il y a comme une conscientisation à communiquer là-dessus. C'est ça. Donc, on essaie vraiment de conscientiser les jeunes à ce problème-là, de poser des questions, d'exiger une formation, d'exiger une supervision, de ne pas avoir peur de poser des questions s'ils ont des doutes sur le travail qu'ils ont à accomplir. Anecdote, l'an passé, je suis allé dans une grande chaîne pour m'acheter un sac de bûches. Le sac de bûches était très, très, très haut dans l'étagère. Et là, je me suis dit, le type va sûrement amener un élévateur. Finalement, le très jeune employé a décidé de faire Spider-Man puis d'aller me chercher le sac de bûches en haut. Pas sûr que c'était très, très... j'ai fait le commentaire après, j'ai dit, pas sûr que... Tu sais, j'ai dit, s'il n'y a pas d'accident, ça va, mais si quelqu'un pourrait tomber à la renverse, avoir le poids du sac. Donc, mais les employeurs ont aussi une responsabilité là-dessus, je présume. Quand vous donnez vos formations, qu'est-ce qu'on leur dit? Mais en fait, on parle du droit et responsabilité, l'obligation de l'employeur, l'obligation des travailleurs. Puis effectivement, au niveau de l'obligation de l'employeur, bien, il doit superviser, former, entraîner tous les travailleurs, donc pas juste les jeunes travailleurs. Donc ça, c'est une des obligations. Donc de donner les méthodes de travail, donner les risques liés à l'emploi,
Puis donner du support aussi s'ils ont besoin en cours de route. Donc, être là pour les superviser. Parce que souvent, dans un premier emploi, il peut y avoir des charges à soulever, des jeunes qui travaillent, je ne sais pas moi, dans une boucherie avec des couteaux, avec de la machinerie. Il peut y avoir quand même un certain degré de dangerosité, là. Donc, c'est pour ça que c'est important. L'employeur a l'obligation d'informer les travailleurs sur les risques présents dans le métier, de les former, de les superviser. Donc, les méthodes de travail, l'équipement utilisé, c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc, l'employeur a cette obligation-là. Le travailleur, pour sa part, lui, il a l'obligation de respecter les consignes. Il a l'obligation d'utiliser l'équipement adéquatement. Il a l'obligation d'utiliser les équipements de protection individuelle s'ils sont nécessaires dans son travail. Donc, le travailleur comme l'employeur ont des obligations liées à la santé et sécurité. Mais la conscientisation, elle, commence en bas âge avec ces programmes, ces défis, prévention auprès du primaire et du secondaire. Dans le fond, le message que vous passez aujourd'hui, en prévision des autres années, aux directions d'école, c'est que, dans le fond, vous attendez les projets, là, c'est ça? Oui, puis c'est une belle façon de subventionner les projets. Tu sais, on sait que les écoles sont des fois sous-financées. C'est une façon d'obtenir un peu de financement, évidemment en échange d'avoir fait un projet avec les jeunes pour les sensibiliser sur un risque particulier dans lequel ils sont confrontés. À vous deux, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne chance. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle d'une exposition qui se tient à la Galerie Action Art Actuel jusqu'au 21 mars prochain. Divertir dans le confort de votre foyer. Télé-bingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Au moment où cette entrevue est actuellement diffusée, on est en plein vernissage du côté de la Galerie Action Art Actuel, La femme qui a vu l'ours, présentée jusqu'au 21 mars avec nous, Joanie Lafrenière. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Est-ce que c'est vous, la femme qui a vu l'ours? Non, c'est pas moi. Alors, qui est-ce? C'est Lucille Côté. En fait, c'est une taxidermiste qui habite à Laterrière, au Saguenay. Donc, c'est une chasseuse-trappeuse, femme des bois. Bon. D'où vient cette idée de faire une exposition sur cette dame en question? Bien, en fait, moi, j'ai rencontré Lucille en 2011, puis ça a été un coup de cœur. Je suis rentrée chez elle dans le cadre d'un autre projet, une série photo que je faisais. Puis je cherchais des lieux vraiment éclatés et chargés, un peu kitsch, et puis j'ai fait taxidermiste, ça serait bon. Donc, je suis allée la visiter. Et je suis tombée complètement, sous le charme d'elle, mais de son lieu. J'étais comme, waouh, c'est exceptionnel. Donc, finalement, j'ai dit, Lucille, est-ce que je peux te rappeler si je veux faire un projet avec toi? Elle dit, ben oui. Fait que je l'ai rappelé 2 ans plus tard, puis j'ai commencé ce projet-là. Puis par la suite, bien, j'ai fait l'appel de dossier chez Action Actuelle, parce que c'est une galerie que j'aime beaucoup. Donc, et me voilà 1 an et demi plus tard. Donc, on parle de quoi? On parle de photos principalement, vidéo aussi? Oui, on parle de photos, vidéos, installations. Donc, on est quelque part entre le musée d'histoire naturelle puis le projet documentaire. Donc, les photos sont documentaires. On suit Lucille dans son quotidien. J'ai été chassée, trappée, pêchée. Je l'ai suivie dans son atelier. Puis le film aussi, c'est un court-métrage, donc un film de 17 minutes qui nous raconte Lucille. C'est un portrait intimiste de cette femme que j'aime beaucoup. Est-ce qu'on a aussi des petits animaux en Mais exposition? Oui, on a plein de beaux animaux. Comme? Comme un chat obèse.
Un chat obèse? Oui, ça, c'est mon préféré. C'est mon chouchou. Sinon, on a un pan, on a plusieurs proies de chasseurs. Donc, on a le chevreuil, on a un sanglier, on a un caribou, une tête d'alpaga. Donc, on a plein de choses comme ça. Il faut garder des surprises. Et est-ce que ces animaux-là comment je dirais-je, ont été sous les mains de... toutes les... En fait, dans le projet, je me fais comme la curatrice des œuvres de Lucille. Donc, c'est la rencontre entre son univers et le mien. Donc, moi, je suis allée chercher les animaux au Saguenay, puis c'était l'idée de les placer dans l'espace, puis c'est la rencontre entre Lucille et la galerie d'art. C'est intéressant. Excusez-moi, le terme un peu connu, c'est de dire, on dit empailler, mais est-ce que c'est vraiment le bon terme? Est-ce qu'on empaille des animaux? Parce que bon, on sait que ce sont des taxidermistes qui font ça, mais... Moi, j'ai questionné Lucille à ce propos-là, puis elle me disait, vous pouvez me dire empailler, vous pouvez dire taxidermiser, puis vous pouvez taxidermiser. Dire naturaliser. Elle, ça, c'était son préféré. Mais elle disait, tant que vous venez me porter vos animaux, tout est beau. Bon, alors donc, si on continue sur le terme empailler, alors pourquoi a-t-elle empaillé un chat obèse? Bien, ils ont toutes... Bien, je comprends. C'est un must à voir, certes. Mais en fait, ils ont tout un contexte. C'est pas comme elle s'est pas dit « Ah, je vais tuer mon chat, puis je vais l'empailler ». C'est une dame, souvent la plupart des animaux qu'elle a, c'est des gens qui sont pas venus les récupérer. Donc, ils l'avaient amené comme si vous l'amenez, puis vous venez pas le chercher. Donc, finalement, ça fait qu'elle en a accumulé beaucoup au fil des années. Donc, comme le chat, c'est une dame qui avait fait une conférence sur l'amour des chats. Donc, elle avait amené 2 chats. Elle avait dit à Lucille, fallait ta créativité, arrange-moi ça. Je veux avoir des chats qui racontent comment on aime trop nos animaux. Donc, c'est l'histoire du chat obèse. Donc, elle les a ordonnés à Lucille. Qu'est-ce qu'on découvre sur ce monde des taxidermistes? Moi, je fais une petite parenthèse. Quand j'étais jeune, on se promenait sur le boulevard Saint-Luc, la route 104, pas loin d'ici. Puis je me rappelle encore d'une image, il y avait un endroit là, où c'était marqué taxidermiste. Et c'est là que j'ai appris c'était quoi dans la vie. Là. Et là, mes parents me disaient que c'est des gens qui empaillaient les animaux. Des fois, on dit en blague à nos propres enfants, bien, quand notre chien va mourir, on va le faire empailler. Puis là, les enfants se mettent à pleurer. Ils disent, bien non, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Mais d'où vient cette... je ne sais pas, dans les questions qui ont été posées à votre dame, là, pourquoi les gens font-ils empailler des animaux? Bien, il y a plusieurs... mais comme elle en a fait des animaux domestiques, comme vous faites la joke à vos enfants, là, mais elle en a fait des chiens. Mais après, les gens viennent les chercher et disent, bien, il a l'air mort. Bien, il est mort. C'est plate à dire, là, mais c'est ça. Donc, la plupart des gens c'est vraiment l'ego du chasseur, là. C'est l'histoire, j'ai chassé une belle bête. C'est pour ça qu'elle ne va pas non plus revendre beaucoup ces animaux que les gens ne sont pas venus chercher, parce qu'il y a vraiment toute l'histoire de relier à la bête. Bon, parlez-nous de vous un peu. Vous venez d'où? Saint-Gabriel de Brandon, Lanaudière. Et d'où vient cet amour pour la photo, la vidéo, l'art, les expositions? Ça a parti d'où? Ça a parti d'où? Oh my, c'est une grande question, Éric. Ça a parti de où? Bien, moi, en fait, j'ai étudié en journalisme à la base et puis j'ai commencé à faire de la photo comme ça. Et c'est devenu un coup de cœur. Puis c'est devenu le meilleur... Pour moi, la photo est la meilleure photo, vidéo. C'est le meilleur prétexte à la rencontre avec les gens. Donc, le documentaire, fait un nourrit l'autre. Ça fait que je peux arriver chez les gens et faire comme « Salut! Ça m'intéresse, qu'est-ce que tu fais? » Puis avec la caméra, c'est comme si j'ai le droit de rentrer chez eux. La frontière, elle est où? Parce qu'effectivement, quand on étudie en journalisme ou on pratique le journalisme, effectivement, on fait des entrevues, on peut faire de la photo, de la vidéo, on rencontre des gens, on a des histoires à raconter. Ça, c'est une chose. On peut faire un documentaire, le présenter à la télé ou écrire un article ou le mettre dans un journal. À quel moment ça devient propice à faire une exposition? Bien, moi, c'est mon projet, c'est mon premier projet d'expo. C'est le premier projet? Ouais. D'expo? Oui. Ah oui? Oui, c'est mon premier projet d'expo parce que j'ai fait beaucoup de... Je fais de la réalisation pour la télé, je fais de la photo, du magazine, je fais plein de trucs comme ça. Mais comme projet de longue haleine, c'est mon premier projet. Et puis, je trouve que c'est un projet qui, justement, se porte bien à l'exposition parce qu'il y a 3 volets. Donc, il devient comme multi. Et l'idée du projet est venue d'où? L'idée de l'expo? Oui, de l'exposition. Bien, en fait, pour moi, un a amené l'autre. Le projet, en soi, moi, j'étais comme, je peux pas faire juste des photos, je peux pas faire juste de la vidéo.
Puis plus le projet avançait, plus je trouvais ça intéressant que les animaux fassent partie du projet aussi. Donc, tout ça faisait une belle expo, à mon avis. Parce que ce n'est pas nécessairement tous les journalistes ou tous les photographes qui décident un jour de faire de l'exposition. Parce que c'est quand même une étape supplémentaire. C'est très personnel comme projet. Moi, je pense que c'est ce qui s'applique, c'est pas une commande. C'est mon petit enfant que je porte depuis 1 an et demi. Là. Est-ce que la rencontre avec Lucille Côté, donc, a été, disons, déterminante dans le projet d'aujourd'hui? Parce que oui, dans votre travail des autres mois, des autres années, oui. Vous avez dû également faire d'autres rencontres, d'autres reportages, d'autres productions. En quoi cette rencontre-là a-t-elle été différente des autres? Bien, en fait, moi, j'en rencontre beaucoup des gens, en fait, en documentaire. Mais Lucille, il y avait quelque chose de tellement particulier chez elle qui m'a vraiment fascinée. Son lieu, mais sa personne, c'est une toute petite femme qui m'arrive peut-être 5 pieds 2, toute mince, pogne des ours, elle les ouvre. Tu sais, il y a quelque chose de très femme des bois. Puis dans mon métier aussi, il y a quelque chose qui est one of the boy. Donc, je trouvais que c'était quand même bien intéressant de... Puis il y a quelque chose... C'est instinctif. Moi, je travaille de façon très instinctive. Je l'ai rencontré, je l'ai aimé, j'ai fait « on va faire quelque chose ensemble ». Après ça, oui, je rencontre plein d'autres gens formidables avec qui je voudrais faire des projets, mais... Quelles sont ses origines à Lucille Côté? Lucille, c'est une femme de l'Estrie. Donc, et comment s'est-elle retrouvée à être une... Au fil des années, en fait, son ex-mari, lui, s'est blessé au genou, donc il a fallu qu'il arrête de travailler. Il était comme inapte au travail. Donc, elle avait commencé à faire de la taxidermie dans les années 70. Puis finalement, son mari n'ayant plus de revenus, elle dit « bon, bien, on va pousser la taxidermie ». Donc, elle a poussé la taxidermie comme ça. Puis c'est quand même particulier parce que c'est une taxidermiste au Saguenay. Donc, elle a commencé dans les années 80. C'est vraiment un milieu d'hommes, là. Puis il a fallu qu'elle enregistre son commerce au nom de son mari. Parce que sinon, les gens appelaient, ils disaient « est-ce que je peux parler au taxidermiste? » Elle disait « oui, c'est moi. » Il raccrochait. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas si loin, là. Ça fait 35 ans. Et cette dame-là, à quel âge aujourd'hui? 59 ans. 59 ans, donc elle n'est pas très vieille, là. Non. Est-ce qu'elle a vu le résultat final pas de l'exposition en tant que telle, mais disons là, des photos ou des vidéos que vous avez faites, donc elle n'a rien vu? Moi, je lui ai proposé de voir le film. Elle dit « ah, non, je vais le voir en même temps que tout le monde. » Fait que ça va être très particulier de la voir entrer, parce que ça va être comme... C'est comme un... Son univers. C'est comme elle, mais dans une galerie d'art. Ça va être très, très particulier. J'ai hâte. Donc, est-ce qu'elle va être présente au vernissage? Ben oui. Donc ça va être un moment particulier, là. Oui. Mais même pour... C'est intéressant. Parce que là, le vernissage est techniquement donc jeudi, donc au moment où l'émission est diffusée. Oui. Mais dites-moi, est-ce qu'il y a une certaine appréhension de voir notre sujet... Bien, c'est sûr, voir mais le résultat de ce qu'on a fait? Mais il y en a toujours une. Puis surtout quand on est personnellement impliqué dans un projet, de faire... Moi, je l'aime beaucoup, Lucille, puis j'aurais pas consacré 1 an et demi à un projet à quelqu'un que j'aime pas non plus. Puis c'est sûr que j'ai envie qu'elle aime ça, parce que c'est le regard que je pose sur elle, mais après, il va falloir que je vais lui laisser ça. Ça va y appartenir, mais oui, je souhaite qu'elle aime ça, bien sûr. Donc, l'exposition est en vigueur donc jusqu'au 21 mars, pas très loin d'ici, là, sur la rue Richelieu, du côté de Action Art Actuel. Outre le regard de Lucille sur, évidemment, le résultat d'elle-même, au fond, qu'est-ce que vous souhaitez que le public retienne de cette exposition? Bien, il y a vraiment En fait, moi, je trouve le côté, justement, la femme dans le milieu d'hommes, ça, je trouve ça bien intéressant, comment elle a pu tirer son épingle du jeu malgré tout. Puis, je souhaite qu'on soit touché par Lucille, puis qu'on ait envie de la découvrir davantage, oui. Moi, c'est un être de résilience, et ça, c'est très beau. Et pendant ce temps-là, le travail de journaliste, photographe, vidéaste se poursuit? Toujours. Toujours. Et d'artistes? Et d'autres expositions à venir? Ah, bien là, on se concentre sur celle-là. Wow. Mais il y aura... Bien, il y en aura d'autres, mais présentement, je termine une série de télé aussi, fait qu'il y a des projets qui se chevauchent. Fait qu'après, on respire un peu. Bon. Et d'ailleurs, j'ai visité aujourd'hui votre site Internet. Puis, donc, on voit quand même beaucoup de projets, beaucoup d'illustrations, beaucoup de photos qui sont disponibles. Là. Oui, donc, certes. On invite les gens à aller visiter ça. Et bien sûr, aller voir La femme qui a vu l'ours,
exposition de Joanie Lafrenière, donc jusqu'au 21 mars, pas très loin d'ici, sur la rue Richelieu. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Merci. Reste avec nous. Au retour, on vous présente le Babière quotidien. Le guide Loisirs et complicité sera dans le Publisac dès le 3 mars. Également, vous pouvez le consulter en ligne à l'adresse qui apparaît à l'écran. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire à l'écran. Ne manquez pas le Télébingo tous les dimanches matin, 9h30 en direct, avec 3 500 $ en prix. La carte pleine qui est à 2 000, 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Pour me joindre directement et plus facilement, par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial-tvhr9.com. Visitez le site Internet pour revoir nos émissions. Également, vous pouvez nous suivre et nous aimer sur Facebook et sur Twitter. À demain. Bye-bye.